Le 1er le 1er janvier 2025, 10 millions d'oies ont été libérées dans le Sahel, comme un pari fou contre le désert. Quelques semaines plus tard, les premiers rapports scientifiques ont pourtant signalé une hausse nette de la matière organique dans des sols que l'on disait condamnés. Comment comprendre, pour les habitants du Burkina Faso, ce basculement inattendu où Ibrahim Traoré transforme un oiseau banal en outil possible de souveraineté alimentaire durable? Et si derrière ces chiffres déroutants se cachait le début discret d'une révolution écologique bien réelle, capable de remodeler tout l'équilibre du Sahel? Le projet présenté comme une audace écologique reposait sur une promesse simple. Si les oies réussissaient à réanimer les sols du Sahel, le Burkina Faso pourrait réduire sa dépendance aux engrais importés et retrouver une marge d'autonomie agricole. L'enjeu central, résumé en une idée de 10 mots, tenait dans transformer un désert épuisé en ressources nationales durables. Derrière cette ambition, le gouvernement cherchait aussi à protéger des communautés rurales fragilisées depuis des années par la sécheresse et l'épuisement progressif des terres, des conditions qui forçaient de nombreux agriculteurs à abandonner leurs parcelles. Ce pari impliquait toutefois un risque réel. Si la méthode échouait, le pays subirait à la fois une perte économique majeure et un revers psychologique, d'autant plus que les critiques internationales avaient déjà tourné l'initiative en dérision dès son annonce par Ibrahim Traoré. Mais une question perçante demeurait presque suspendue dans l'air. Et si l'expérience, malgré son apparence improbable, devenait le premier levier concret d'un retour de fertilité dans le Sahel? Les premières analyses de terrain ont révélé une donnée inattendue. Dans plusieurs zones pilotes, la matière organique du sol avait augmenté de plus de 30% seulement 6 semaines après le lâcher des oies. Dans le même temps, une réduction mesurée d'environ 20% de l'acidité du sol a surpris les équipes agronomiques chargées du suivi scientifique. Ces deux résultats préliminaires ont fait basculer la perception du projet, transformant une initiative moquée en un phénomène qui méritait soudain d'être examiné sérieusement. Les équipes du ministère de l'Agriculture ont alors détaillé le contexte qui avait conduit à ce pari. Des décennies de sécheresse, une dépendance croissante aux engrais chimiques importés et un épuisement structurel des sols qui rendaient les récoltes de millet ou de sorgho de plus en plus incertaines. Dans ce paysage agricole fragilisé, la décision d'Ibrahim Traoré n'était pas seulement une rupture politique. Elle représentait une réponse à une crise silencieuse qui menaçait la souveraineté alimentaire du pays. Les villages les plus touchés par la dégradation des terres avaient été choisis comme zone d'expérimentation, et les premières semaines ont fourni un tableau contrasté. D'un côté, des agriculteurs intrigués observaient des pousses apparaître là où rien ne poussait depuis des années. De l'autre, les sceptiques rappelaient les risques environnementaux liés à l'introduction massive d'oiseaux dans un écosystème fragile. Cependant, l'élément le plus marquant tenait à la dynamique interne du projet. Les équipes scientifiques burkinabées avaient combiné observations biologiques, mesures microbiologiques et retour des communautés locales pour comprendre comment les oies fertilisaient, disséminaient des graines et relançaient l'activité du sol. Cette approche intégrée a permis de replacer le projet dans une logique moins symbolique qu'il n'y paraissait et plus proche d'une tentative méthodique de restauration écologique. Au fil des semaines, la question n'était plus seulement de savoir si les oies allaient survivre dans le Sahel, mais si ce modèle pouvait devenir un prototype reproductible pour d'autres régions arides en Afrique de l'Ouest. Dans les semaines qui ont suivi les premiers relevés scientifiques, les villages du Sahel sont devenus des observatoires vivants où l'on scrutait chaque signe de changement. Les équipes locales, composées d'agronomes, de jeunes volontaires et de paysans expérimentés, ont progressivement émergé comme les véritables guides du projet. Leur rôle consistait autant à observer qu'à transmettre, dans un contexte où chaque détail pouvait éclairer la dynamique provoquée par les oies. À Kala, un cultivateur de mil a raconté qu'il avait vu pour la première fois depuis plusieurs années une bande de terre redevenir souple sous ses pas, comme si une couche invisible avait été retirée. Ce micro-cas, rapporté par la radio locale, a attiré l'attention des chercheurs qui y ont prélevé des échantillons
confirmant une hausse notable de l'activité microbienne. Dans un autre village plus au nord, des femmes chargées de la collecte de l'eau ont témoigné de l'apparition de petites pousses de sorgho près d'un point de passage des oies, un phénomène qu'aucune saison précédente n'avait permis d'observer. Ces témoignages n'ont pas seulement nourri les rapports scientifiques, ils ont donné au projet une dimension humaine immédiate. Ibrahim Traoré, bien que loin du terrain, a vu ces signaux remonter à la capitale comme autant d'indications que son pari pouvait trouver un ancrage dans la réalité quotidienne de la population. Pour les communautés locales, ces premiers signes ne valaient pas une preuve définitive, mais ils ouvraient une perspective longtemps disparue, celle d'un retour possible de la fertilité dans des zones que l'on croyait perdues. En somme, un frémissement pouvait annoncer un renversement plus large. Avant le 1er janvier 2025, le Sahel burkinabé avançait vers une spirale d'épuisement, sols tassés, cultures affaiblies, pluies insuffisantes. Après la libération des 10 millions d'oies, un basculement progressif s'est enclenché, d'abord discret, puis de plus en plus visible dans les semaines qui ont suivi. Les équipes scientifiques et les communautés rurales se sont alors retrouvées au cœur d'un enchaînement d'événements rapides et parfois contradictoires. Dès la deuxième semaine, les premiers convois militaires et civils chargés d'assurer la logistique du projet ont rapporté une observation frappante. Les oiseaux ne se dispersaient pas de façon aléatoire, mais suivaient des itinéraires réguliers, créant des couloirs de fertilisation inattendus. Des traces organiques s'accumulaient, dessinant des zones longues de plusieurs kilomètres où le sol semblait absorber davantage l'humidité nocturne. Des capteurs installés par les chercheurs ont enregistré une variation minime mais significative du taux d'humidité du sol, un signe encourageant pour une région habituée à la sécheresse extrême. Parallèlement, les habitants des villages traversés ont décrit un phénomène étrange. La terre, habituellement dure comme la pierre, paraissait plus friable sous la surface. Des enfants jouant près des puits ont même remarqué l'apparition de petites fourmilières nouvelles, preuve indirecte d'un regain d'activité biologique. Ces détails, bien que modestes, ont poussé plusieurs équipes d'agronomes à multiplier les prélèvements afin d'établir une chronologie fiable de la régénération potentielle. Fin janvier, l'effervescence a augmenté lorsque des photographies d'un périmètre au nord de Ouagadougou ont montré des traces végétales très fines sur des zones auparavant totalement sèches. Les chercheurs ont insisté pour rester prudents, rappelant que ces signaux pouvaient être temporaires, mais les médias locaux se sont saisis de l'affaire. Pour la première fois, les villageois ont senti qu'un changement tangible pouvait être en cours. Début février, les premières divergences d'interprétation sont apparues. Certains marchands de la capitale se sont indignés que tant de ressources soient mobilisées pour des oiseaux alors que les marchés alimentaires restaient instables. Ils accusaient le gouvernement de suivre un capri politique, mais les habitants des zones rurales répondaient autrement. Pour eux, l'arrivée des oies représentait une tentative sincère de rompre un cycle de pauvreté agricole devenu insupportable. Dans un contexte aussi polarisé, le rôle d'Ibrahim Traoré a été débattu. Visionnaire pour les uns, joueur imprudent pour les autres. Mi-février, un événement clé a marqué le tournant du projet. Une équipe d'agronomes, revenue d'un site pilote près de Kala, a révélé une mesure recensant une hausse nette de la matière organique. Cette donnée a fait l'effet d'un choc. Les opposants ont été forcés de nuancer leurs critiques, tandis que les partisans du projet y ont vu la confirmation que les oies pouvaient enclencher une dynamique écologique réelle. L'activité microbienne, mesurée à proximité des trajets d'oies, a également augmenté, rendant les sols plus aptes à absorber les nutriments. Mars a vu l'escalade de l'intérêt international. Des journalistes étrangers qui avaient d'abord ridiculisé l'expérience sont revenus sur place pour documenter l'évolution. Plusieurs articles publiés en Europe ont évoqué la possibilité qu'un modèle africain innovant soit en gestation, bien que les réserves scientifiques demeurent fortes. Puis, fin mars, un second rapport majeur a stabilisé la chronologie. Les échantillons de sol avaient confirmé une réduction progressive de l'acidité, un élément fondamental pour permettre aux plantes locales de reprendre racine. À ce stade, l'effet domino s'était enclenché. Plus d'activité microbienne, meilleure rétention des nutriments, première pousse visible, regain d'espoir dans les villages.
Ainsi, de janvier à mars, une succession d'étapes rapides et parfois surprenantes a transformé un pari-moquet en un scénario où la régénération du Sahel n'était plus un mythe, mais une possibilité mesurable. Au départ, les mesures de référence indiquaient des sols presque inertes, pauvres en matière organique et incapables de retenir l'humidité. Mais 6 semaines après le déploiement des oies, un changement mesurable s'est produit. La première donnée solide enregistrée par les équipes agronomiques a été une hausse de 30% de la matière organique, un chiffre qui révélait une dynamique biologique soudainement réactivée. Cette hausse signifiait que le sol retrouvait une capacité fondamentale, retenir et transformer plus efficacement les nutriments naturels. Pour un environnement semi-aride, un tel delta représentait un bond rarement observé sur une période aussi courte, et encore moins dans des conditions aussi extrêmes. La deuxième mesure notable concernait l'évolution de l'acidité des sols. Les analyses microbiologiques ont montré une réduction d'environ 20% du niveau d'acidité, un paramètre crucial pour la disponibilité des nutriments dans les cultures vivrières. En termes pratiques, cela voulait dire que les plantes retrouvaient un espace chimique plus stable pour se développer durablement. Les équipes scientifiques ont souligné que cette baisse, bien que préliminaire, ouvrait la voie à un retour progressif de la germination dans les zones les plus touchées par la désertification. La troisième donnée essentielle provenait des observations directes sur la germination. Dans les parcelles suivies, les chercheurs ont constaté une amélioration de 40% de la germination spontanée de certaines variétés résistantes comme le millet et le sorgho. Cette amélioration soulignait que le sol retrouvait une fonction vitale indispensable pour soutenir des cultures locales robustes. Elle indiquait également que les graines dormantes pouvaient enfin exploiter un milieu plus favorable, un élément déterminant pour les villages dépendant de ces cultures pour leur subsistance. Ces trois indicateurs, matière organique, acidité, germination, n'étaient pas seulement des chiffres isolés, ils formaient un système cohérent qui dessinait un début de trajectoire écologique. En équipe, les chercheurs ont compilé plusieurs séries de données pour établir une carte évolutive des zones touchées. Ce travail a permis d'identifier des couloirs de régénération où les oies semblaient jouer un rôle structurant dans la réactivation des sols. Certaines zones présentaient des niveaux d'activité microbienne si élevés qu'elles ont été classées comme points chauds, zones à surveiller pour comprendre les mécanismes internes du phénomène. Pour Ibrahim Traoré, ces premières données ont constitué un levier politique, mais aussi un test scientifique grandeur nature. D'un côté, il devait répondre au scepticisme national et international, notamment face aux craintes liées à la gestion d'une population massive d'oiseaux. De l'autre, ces résultats offraient un socle rationnel pour envisager la suite du projet. Les chercheurs ont insisté sur l'importance de ne pas surestimer ces premiers signaux, rappelant que la durabilité du modèle dépendrait de nombreux facteurs: pluviométrie, capacité des sols à stabiliser leur nouvelle chimie, gestion logistique des oies. Cependant, au sein des villages du Sahel, ces chiffres ont commencé à circuler comme des preuves concrètes que la terre pouvait réellement revenir à la vie. Des paysans qui avaient abandonné leurs parcelles sont revenus observer les premières pousses, des responsables communautaires ont organisé des réunions locales pour comprendre comment s'impliquer davantage dans la gestion du projet. Les chiffres, loin d'être abstraits, prenaient une dimension tangible dans le quotidien des habitants. Ainsi, la transition du baseline, delta, ne représentait pas seulement une évolution technique, mais un changement de perception. Pour la première fois depuis longtemps, les données offraient une forme d'espoir mesurable. Deux lignes d'argumentation se sont imposées dès que le projet L du désert a quitté le stade de l'annonce pour entrer dans celui de l'observation scientifique. La première, portée par les sceptiques, reposait sur une idée simple: introduire massivement des oies dans un écosystème déjà fragile pourrait créer un déséquilibre écologique majeur. Selon eux, la surpopulation potentielle d'oiseaux, le risque de maladies aviaires et la concurrence avec certaines espèces locales constituaient autant de menaces sous-estimées. Ils affirmaient également que miser sur un modèle biologique incertain revenait à détourner des ressources financières déjà limitées dans un pays où les infrastructures agricoles demeuraient vulnérables. La seconde ligne d'argumentation, soutenue par les défenseurs du projet,
mobilisaient au contraire les données déjà disponibles dans le monde. Ces partisans rappelaient que des expériences menées en Égypte ou en Chine avaient démontré que les oies pouvaient enrichir le sol, disséminer des graines et réactiver l'activité microbienne dans des zones semi-arides. Les premiers résultats burkinabés venaient d'ailleurs conforter ces observations. Augmentation de la matière organique, amélioration des taux de germination, baisse de l'acidité. Pour eux, les risques écologiques n'étaient pas ignorés, mais intégrés dans une stratégie de déploiement progressif et sous surveillance scientifique constante. Entre ces deux visions, la réponse la plus solide résidait dans les données du terrain. Les chercheurs burkinabés n'ont jamais présenté le projet comme une solution miracle. Ils ont insisté sur la nécessité d'observer une évolution progressive, dépendante de facteurs externes comme la pluviométrie ou la résistance des sols. Mais ils ont souligné qu'aucun indicateur majeur, dans les premières semaines, ne pointait vers une dérive catastrophique. Les zones pilotes n'ont montré ni effondrement biologique, ni perturbation incontrôlée, tandis que les habitants constataient des signaux de régénération inattendus. Ainsi, le Stillman le plus cohérent reconnaît la valeur des critiques, notamment sur la durabilité et les risques écologiques, tout en constatant que les premières données, loin d'infirmer le projet, ont apporté plusieurs éléments concrets à son soutien. Le débat ne se résumait donc pas à folie ou vision, mais à une analyse prudente de tendances encore jeunes mais mesurables. Une bascule silencieuse apparaît. Au début du mois de mars, alors que les débats restaient vifs entre sceptiques et partisans, un ensemble de données consolidées a créé un point d'inflexion inattendu. Les zones les plus suivies par les équipes scientifiques affichaient une progression simultanée de la matière organique, de l'activité microbienne et de la germination. Cette convergence, rare dans un environnement aussi brutal que le Sahel, a attiré l'attention des chercheurs internationaux qui avaient jusque-là observé le projet avec distance. Dans plusieurs villages, les habitants ont commencé à modifier leur regard. Il ne s'agissait plus seulement d'un pari singulier porté par Ibrahim Traoré, mais d'un phénomène que l'on pouvait désormais documenter et comparer. Les premières images de zones brunâtres virant au vert pâle se sont propagées dans les médias locaux, donnant au projet une matérialité qui manquait jusque-là. Les équipes scientifiques ont alors intensifié le suivi, tentant de comprendre comment ces poches de régénération pouvaient se stabiliser dans le temps. L'instant révélateur ne tenait donc pas à un miracle soudain, mais à l'apparition d'un motif répété. Là où les oies passaient, des microprocessus écologiques reprenaient vie. Pour poursuivre la lecture, dans les villages du Sahel, les premiers foyers à proximité des zones pilotes ont constaté une amélioration tangible de leur lopin de terre. Les pousses de mil et de sorgho, observées là où la terre semblait définitivement stérile, ont redonné une perspective nouvelle aux familles dépendantes de l'agriculture vivrière. Plusieurs ménages ont choisi de remettre en culture des parcelles abandonnées depuis plusieurs années, encouragées par l'apparition d'un sol plus souple et d'une humidité légèrement accrue. Pour ces foyers, l'impact psychologique a été aussi important que l'impact agricole, renouer avec l'idée que la terre peut encore répondre. Pour poursuivre la lecture, les économies rurales, longtemps fragilisées par les achats récurrents d'engrais coûteux, ont vu une diminution progressive de cette dépense. Les premières estimations tirées des zones pilotes ont suggéré une réduction significative de l'usage des engrais chimiques, ce qui a libéré une partie du budget des familles et des coopératives agricoles. Certains villages ont même commencé à réinvestir ces économies dans des outils d'irrigation ou dans la diversification des cultures. Dans plusieurs localités, les marchés hebdomadaires ont retrouvé une activité plus soutenue en raison d'une confiance accrue dans la future capacité de production. Ces transformations, encore modestes, ont néanmoins réanimé une dynamique que l'on pensait durablement éteinte. Pour poursuivre la lecture, les jeunes, souvent tentés de migrer vers les villes ou l'étranger, ont perçu un changement subtil mais réel. L'idée que rester pouvait redevenir une option viable. Des groupes de jeunes cultivateurs se sont formés autour des équipes scientifiques afin d'apprendre à surveiller l'évolution du sol. Ce rôle nouveau leur a donné un sentiment de participation directe à une transformation nationale.
Dans certains villages, les tensions intergénérationnelles autour des futures stratégies agricoles se sont même apaisées, car chacun reconnaissait que quelque chose d'inédit était en train de se jouer. Le projet, initialement perçu comme une expérimentation lointaine, est devenu pour eux un espace de projection sociale. Pour poursuivre la lecture, les pays voisins, d'abord dubitatifs, ont commencé à suivre de près les résultats transmis par le Burkina Faso. La perspective d'un modèle reproductible pour les zones arides a suscité l'intérêt de plusieurs équipes scientifiques régionales. Les discussions informelles entre diplomates ont rapidement évoqué la possibilité d'une coopération Sahel-Sahel autour de la gestion écologique. Pour Ibrahim Traoré, ces signaux extérieurs ont offert une opportunité d'inscrire le projet dans une dimension géopolitique plus large, fondée sur l'autonomie alimentaire et la réduction de la dépendance aux importations. En somme, les effets concrets du projet n'ont pas seulement modifié la Terre, ils ont modifié les trajectoires de vie. Les mois à venir détermineront si le projet L du désert peut dépasser l'état d'expérimentation pour devenir un modèle structurant. Les données actuelles offrent des signaux encourageants, mais la trajectoire dépendra d'une combinaison de facteurs écologiques, logistiques et sociaux. 3 scénarios principaux peuvent être dégagés pour les 6 à 12 prochains mois, chacun reposant uniquement sur les tendances déjà observées dans les zones pilotes. Pour poursuivre la lecture, dans cette projection, les zones déjà régénérées conservent leur progression, tandis que les villages renforcent leur organisation autour du suivi communal des sols. Les foyers ruraux poursuivent la remise en culture de parcelles abandonnées, produisant des volumes modestes mais réguliers de mil et de sorgho. Les coûts liés aux engrais diminuent lentement, permettant aux familles de réallouer leurs ressources vers l'irrigation ou l'entretien des équipements. Pour le gouvernement, ce scénario représente un équilibre réaliste, un projet maîtrisé, mesuré, où les résultats se diffusent progressivement. Pour poursuivre la lecture, dans cette version, les couloirs de régénération s'élargissent grâce à l'activité continue des oies. Les équipes scientifiques identifient des motifs reproductibles, permettant de planifier des zones d'expansion supplémentaires. Les villages deviennent des pôles de formation locale et certaines régions du Sahel burkinabé enregistrent des retours de fertilité plus rapides qu'anticipés. Ce scénario pourrait inciter des pays voisins à adopter une démarche similaire, ouvrant la voie à une coopération régionale renforcée. Les effets économiques seraient alors plus marqués, réduction supplémentaire de la dépendance aux engrais et regain d'activité sur les marchés ruraux. Pour poursuivre la lecture, ici, les premiers signaux positifs s'essoufflent. Une sécheresse plus intense, une surpopulation locale d'oies ou une pression accrue sur d'autres espèces pourraient perturber l'équilibre observé. Les sols, bien qu'améliorés, n'arrivent pas à maintenir leur niveau de fertilité, conduisant à des résultats irréguliers entre les villages. Les communautés rurales resteraient divisées, certaines percevant toujours un potentiel, d'autres revenant à une méfiance initiale. Ce scénario n'invalide pas totalement l'expérience, mais impose un ralentissement et une phase de recalibrage scientifique. Pour poursuivre la réflexion, pour appréhender ces trajectoires, il faut adopter une logique d'observation progressive. Considérer chaque signal non comme une promesse, mais comme une pièce d'un système encore en construction. Au-delà des chiffres et des rapports scientifiques, le projet L du désert a suscité un écho profond chez ceux qui en suivaient sur l'évolution, qu'ils habitent les villages du Sahel ou les grandes villes du Burkina Faso. Pour beaucoup, l'expérience a réveillé une question intime. Que signifie assister, presque en direct, à la possibilité qu'une terre réputée perdue puisse recommencer à vivre ? Cette interrogation a touché non seulement les agriculteurs, mais aussi les familles urbaines qui, bien que éloignées du terrain, ont vu émerger un récit rare de résilience écologique. Parmi les personnes les plus concernées, 3 groupes se distinguent particulièrement. Les parents ruraux, d'abord, qui se projettent dans un avenir où leurs enfants n'auraient plus à quitter le pays pour espérer une vie stable. Cette perspective redonne du poids à la transmission des savoirs agricoles longtemps menacés par les départs massifs. Les jeunes, ensuite, sensibles à l'idée que des solutions locales puissent répondre à des crises globales. Ils perçoivent le projet comme un terrain d'engagement plutôt qu'un simple symbole, et certains se sont rapprochés des équipes de suivi pour mieux comprendre les mécanismes de régénération des sols. Enfin, les travailleurs urbains
qui voient dans l'expérience une manière nouvelle de relier les villes au monde rural, trop souvent séparés par une fracture économique et sociale. À chacun de ces groupes, 2 pistes simples peuvent offrir un espace d'action ou de réflexion. Suivre régulièrement les mises à jour scientifiques du projet pour comprendre comment se forme une trajectoire écologique réelle. Participer aux initiatives locales de sensibilisation sur la gestion des sols, même dans les zones urbaines où des programmes pédagogiques commencent à émerger. Ainsi, l'expérience ne parle pas seulement de terre et d'ouïe, elle parle d'une communauté entière qui cherche à redéfinir sa relation avec son environnement. Pour que le projet Aile du désert s'inscrive durablement dans le paysage agricole du Burkina Faso, plusieurs étapes structurées doivent être consolidées. Les premiers résultats ont montré un potentiel réel, mais la stabilisation d'un modèle écologique demande une organisation précise entre l'État, les équipes scientifiques et les communautés rurales. Ibrahim Traoré, bien que porteur politique du projet, dépend ici d'une coordination collective qui conditionne la continuité de la régénération observée. Pour poursuivre la lecture, les équipes scientifiques doivent établir une carte évolutive des zones où les oies ont produit les effets les plus nets. Cette cartographie doit être mise à jour tous les 2 mois et comparée aux données sur la matière organique et la germination. Elle permettra d'identifier les zones à protéger, celles à renforcer et celles à réévaluer. La mesure principale, variation mensuelle de l'activité microbienne. Pour poursuivre la lecture, pour stabiliser les trajectoires des oies, les communes locales peuvent installer des bassins artificiels simples, en utilisant les ressources hydriques déjà partiellement disponibles. Ces installations doivent être maintenues par des groupes villageois formés au suivi environnemental. La mesure, fréquence de passage des oies sur 30 jours. Pour poursuivre la lecture, les villages identifiés comme zone pilote doivent constituer de petites équipes responsables de collecter des échantillons, d'observer les pousses et de transmettre les données au ministère. Cette formation ancre le projet dans la durée. La mesure, régularité des relevés et taux de germination enregistrés. Pour poursuivre la lecture, dans les zones où la matière organique augmente, une réduction graduelle des engrais doit être testée en évaluant l'impact saisonnier. La mesure, rapport entre rendement et volume d'engrais utilisé. Pour poursuivre la lecture, les pays voisins peuvent être invités à observer et partager leurs propres analyses sur les sols arides. Cette étape permet d'élargir les connaissances collectives. La mesure, nombre de missions techniques échangées. Ainsi, la suite dépend d'une coordination stable et mesurable. Dans les villages du Sahel, les premiers signes entrevus à Kala, cette terre redevenue souple sous les pas d'un cultivateur, sont devenus un symbole discret mais puissant. Ce geste simple, presque banal, est revenu comme un fil conducteur dans l'esprit de ceux qui ont suivi l'évolution du projet. Il rappelait que la transformation ne naît pas toujours des grandes annonces, mais souvent d'un frémissement presque imperceptible, aperçu par ceux qui vivent la terre au quotidien. Ibrahim Traoré, qui avait porté l'idée jusqu'à la scène publique, voyait dans ces témoignages la confirmation que l'espoir pouvait prendre forme avant même que les résultats ne soient pleinement consolidés. Pour les habitants, ce symbole incarnait une vérité plus profonde, celle d'une communauté qui retrouve la capacité de se projeter vers un avenir qu'elle croyait perdu. Les familles, les jeunes, les anciens ont commencé à regarder la Terre non plus comme une fatalité, mais comme une possibilité. La renaissance ne tient parfois qu'à un détail qui change tout. À ce stade du projet Aile du désert, l'essentiel ne réside plus seulement dans les données scientifiques ou dans les débats politiques. Il se trouve dans la manière dont une société entière choisit d'accompagner un mouvement encore fragile. Les premières transformations observées ont rappelé que la revitalisation des terres arides n'est pas seulement une question de technique, mais aussi de volonté collective. Dans les villages comme dans les villes, l'idée qu'un désert puisse renaître a créé un imaginaire nouveau, où les habitants se perçoivent non plus comme spectateurs, mais comme acteurs d'un changement possible. Cette dynamique ouvre un espace où chacun peut jouer un rôle, aussi modeste soit-il. Suivre les évolutions du sol, soutenir les initiatives locales ou simplement relayer les discussions autour de l'agriculture durable. Car si la Terre commence à répondre, c'est aussi parce que les communautés choisissent d'y croire à nouveau.
Alors, face à cette expérience encore en construction, une question demeure. Comment souhaitez-vous, vous aussi, participer au renouveau de cette terre qui recommence à respirer ?